Alors, bonjour Jérémy. Bonjour. Donc, nous savons tous que tu es ici pour mettre en avant les formidables connaissances de la déesse Namat Osiris. Tout à fait, oui. Dans les volets 1 et 2, tu avais parlé de la matière noire, du problème de la matière noire, et tu avais parlé aussi du problème de la mesure dans la physique quantique. Exact. Aujourd'hui, nous aurions dû voir le troisième volet, mais tu as changé d'avis. Est-ce que tu peux nous dire... Donc, tu vas nous parler, je pense, de la nature, tu avais dit du temps, c'est ça? Oui, je devais parler normalement de la nature du temps, effectivement. D'accord. Et là, tu me dis que tu as changé d'avis. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et de quoi vas-tu nous parler? En fait, j'ai choisi de parler du fonctionnement de l'énergie. L'énergie christique et l'énergie matricielle. La différence entre les deux. Est-ce qu'on peut corréler ces deux énergies-là ou pas? L'énergie matricielle qui est soumise à la loi des hommes, hein, et qui fonctionne très bien dans ce monde, et l'énergie christique qui est carrément autre chose. C'est de ça que j'ai choisi de parler aujourd'hui. Mais avant d'aborder cela, bon, tout à l'heure, effectivement, bon, là tu viens de dire que j'avais abordé le premier volet dont le thème c'était le fabuleux problème de la matière noire. Effectivement, ouais. En fait, effectivement, donc ça ne vient pas de moi. Tout ce que je dis ne vient pas de moi. Hein. Ça vient de notre chère, très chère déesse Namat, qui a des connaissances fabuleuses, des connaissances scientifiques, bien en avance par rapport à la technologie des hommes. Et donc comme je l'avais dit, je vais faire un petit résumé. Donc, dans le premier volet, elle avait très clairement identifié cette énigmatique matière sombre qu'on appelle la matière noire, par le gel de la création qui est une espèce d'ectoplasme cosmique, un amas de réalité, et par conséquent, rien que pour ça, elle mérite le prix Nobel. Elle mérite d'être nominée. Elle mérite de recevoir une récompense de la part des scientifiques. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je ne sais pas combien de temps va s'écouler pour que les scientifiques prennent conscience que cette matière noire-là ne soit pas de nature baryonique, qu'elle ne soit pas faite de baryons. Les baryons, ce sont des nucléons, ce sont des atomes qui sont soumis à la densité. C'est marrant, dans le mot baryon, il y a barycentre. Bary, ça signifie lourd. Alors, tous les mathématiciens savent ce que c'est le barycentre. Je ne sais pas si tu connais, le barycentre, c'est une fonction mathématique d'ailleurs, hein, oui, qui permet d'identifier le milieu. Ce que les mathématiciens appellent le barycentre, les physiciens appellent ça le centre de gravité, ou encore le centre de masse. D'accord? C'est intéressant. Donc, le mot barycentre est lié à la densité. C'est très intéressant. Or, pour trouver la matière noire, il faudrait le chercher dans un domaine qui ne soit pas soumis à ces lois de la gravité. Il faudrait chercher dans un domaine, justement, qui ne soit pas sous les lois du fonctionnement des lois physiques. Il faudrait trouver une matière qui ne soit pas de nature baryonique, autrement dit, qui ne soit pas de nature physique. mmh. D'accord? Or, nous-mêmes, nous sommes des êtres physiques, hein, nous sommes soumis aux lois de la gravité, et c'est la raison pour laquelle on arrive à détecter les effets de la matière noire sur les champs gravitationnels, comme par hasard. Les champs gravitationnels, donc les champs de gravité, qui sont induits par la présence de ces amas de réalité qu'on appelle la matière sombre. On voit les effets de la matière noire sans le voir lui-même. On ne le voit pas parce que lui, il sort de ce cadre du champ du visible. Tout simplement. Oui, c'est ça. Tu avais bien précisé qu'elle était... On l'appelait noire, mais elle était invisible. Oui. Tu avais bien précisé Et en ça. plus, elle est transparente. Elle est transparente, ça signifie qu'elle réagit. Elle ne réagit pas du tout au champ électromagnétique. Elle ne réagit avec rien du tout. Et donc, la seconde partie, j'avais parlé du volet sur le problème de la physique quantique. Hein. Et là encore, j'avais tout simplement expliqué que la déesse Namat avait clairement dit que, en fait, ce n'est pas un vrai problème, le problème de la mesure physique quantique. Il suffit d'inverser, en fait, le regard des hommes par rapport à la particule. Il suffit d'inverser le fait que l'homme se croit au centre des échanges, qu'il croit initié. Puisque tout est inversé, eh bien, il suffit d'inverser tout simplement cette problématique-là. Au lieu de croire que l'homme est le centre théâtral de ce qui se passe, en plaçant sa conscience au milieu de toutes les choses, eh bien, il suffit d'inverser le problème et de définir la particule comme étant l'objet le plus conscient dans ce jeu entre l'homme et la particule.
Oui, donc c'est simple en fait. Si les hommes mettent ça en avant, c'est bon, on aura fait un bond quantique de plusieurs centaines de milliers d'années. On aura fait un bond quantique incroyablement. Mais ça, il faudrait que les hommes en prennent conscience. Et ça encore, c'est pas moi qui le dis, c'est le fabuleux enseignement tiré de notre déesse Namak, qui l'explique tout simplement. Oui, parce que si je me souviens bien, l'inversion du regard, tu en as parlé quand tu as parlé des fentes. Oui, oui. Et que tu as dit, il ne faut pas regarder au niveau du canon qu'il projette, mais derrière les fentes. Oui, tout à fait. En fait j'avais expliqué surtout que lorsque l'homme pointe son nez, lorsqu'il pointe son nez dans le système, eh bien, l'expérience change de résultat. C'est ça. Voilà, au lieu d'avoir des franges d'interférence qui traduisent la nature ondulatoire, on a plutôt des lignes qui traduisent le mouvement, qui traduisent la nature corpusculaire, d'accord? Autrement dit, si on regarde, on a des corpuscules, et si on ne regarde pas, comme par hasard, on a des ondes. Ça signifie que, eh bien, la forme corpusculaire, c'est le résultat de la limitation du regard humain. Voilà, point barre. C'est tout. Ça n'a rien d'être vraiment compliqué. Si les scientifiques arrivent à comprendre ça, arrivent à développer cette partie des choses, comme quoi la particule, effectivement, doit être le centre théâtral du système, et non pas le regard de l'homme, non pas la conscience de l'homme, eh là, on aura fait un bond en avant. C'est tout. Donc aujourd'hui, effectivement, donc, je devais parler du troisième volet qui est le temps. La nature du temps. Donc là, j'ai changé d'avis, puisque je pense que si je parle aujourd'hui du fonctionnement de l'énergie, il y a des choses qui m'ont fait un clin d'œil aujourd'hui, qui me poussent à parler du fonctionnement de l'énergie. L'énergie, déjà, matricielle, par rapport à l'énergie christique. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie matricielle? En fait, l'énergie matricielle, c'est très simple, on a pu prendre plusieurs formes. Il y a donc l'énergie cinétique que tu connais, d'accord, qui est liée à la vitesse, au produit de la vitesse et la masse. Il y a l'énergie potentielle de gravité, qui est connue aussi. Il y a l'énergie électrique que tu connais. L'électricité, c'est une forme d'énergie aussi. Oui. Voilà. Il y a l'énergie des électrons, l'énergie chimique, l'énergie des réactions chimiques, l'énergie nucléaire aussi. Le nucléaire, c'est une énergie également, produite par les atomes, produite dans des désintégrations d'atomes. On a plusieurs types d'énergie. Mais ces énergies-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ces énergies-là, ils sont tous quantifiables. Ils ont des paramètres qu'on peut calculer et étudier sérieusement, avec beaucoup de précision. En fait, toutes ces énergies-là sont régies par la mécanique de Newton. Et ça, c'est vraiment super, c'est génial. Parce qu'on obtient des résultats d'une précision redoutable. C'est le cas de le dire. Pardon, en plus, il y a une loi concernant l'énergie. Il y a une loi de conservation qu'on connaît très bien, qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça, c'est un chimiste français qui l'a dit, Lavoisier, d'accord? Tu connais sans doute, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça signifie que la somme des réactifs de départ est égale aussi à la somme des produits à l'arrivée. D'accord? Donc il y a une conservation de la masse. Conservation de la masse, ça signifie conservation de l'énergie. Tout ça, on connaît très bien. Ce sont des lois newtoniennes. Ce sont des lois de la mécanique classique. D'accord? Et donc, là, encore une fois, on parle d'énergie. Mais cette énergie-là, qu'est-ce que c'est réellement? On définit l'énergie comme étant, on va dire, l'énergie est considérée comme un travail, en fait. Je prends un exemple. Tu as vu le... Alors, là, qu'est-ce que c'est? C'est un petit escalier, un petit escabeau, là. Je ne sais pas si on arrive à le voir. On arrive à le voir ou pas? Non, mais je vais le montrer. Attends, non, je vais le prendre. Où tu le prends, oui. Oui, voilà. Voyons, tu vois, oui, prends-le. Un petit escabeau, je ne sais pas si tout le monde le voit. Non, non, prends-le. Voilà, ici. En fait, il était par terre. Et moi, je l'ai décollé du sol, tu vois. Le fait d'avoir décollé... je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que ce petit escabeau-là, est-ce que tu penses qu'il est soumis à une énergie, à une loi, à une force? Oui. Penses-tu qu'il est soumis à une force? Laquelle, à ton avis? L'attraction? Oui, effectivement, il est soumis à la gravité. À la gravité, oui. La gravité le tire par le bas, c'est pour ça qu'il est stable. Mais moi, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, je l'ai soulevé. En le soulevant, j'ai défié la gravité. Oui. Non seulement je l'ai soulevé, mais en plus je l'ai déplacé. Eh bien, l'énergie sera définie comme étant le produit de mon travail. Le travail, en fait, que j'ai fait, fois le déplacement. Si tu veux, c'est quelque chose qui est tout à fait quantifiable et qu'on peut mesurer. Donc, j'ai opposé une résistance. Oui, c'est en joules, c'est ça? Oui, oui, l'énergie, c'est en joules. Oui, en joules. Oui. Le travail aussi, c'est pareil. Oui. En fait, le travail, c'est un paramètre en physique, en thermodynamique, qui est très important. Donc, le travail, qu'est-ce que c'est? C'est la force fois le déplacement.
Parce que la force là, c'est une force, quand je l'ai pris, quand j'ai défié la gravité, c'est une force que j'ai défiée en la soulevant et qui était opposée à la gravité, en soulevant en haut, d'accord? En plus, je l'ai déplacé. Donc là, il y a un travail à faire. Force fois déplacement, ça donne ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie est définie comme ça. Mais là encore, c'est une énergie matérielle. Tu comprends ça? Oui. Une énergie vraiment matérielle, une énergie matricielle, mais qui fonctionne redoutablement bien. Parce qu'on peut calculer tout ça. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on en a besoin de connaître toute cette énergie. Parce que notre technologie en dépend. Bien sûr. La technologie dont on dispose aujourd'hui, si on arrive à faire voler des avions, si on arrive à se déplacer, tout ça, nos techniques de déplacement sont basées sur la domestication de ces énergies-là. D'accord? Tous nos champs d'activité aussi sont basés sur le contrôle de ces énergies-là, mais qui sont matricielles. Ça, on connaît très bien. Maintenant, comment peut-on corréler? Est-ce qu'il y a un moyen de corréler l'énergie matricielle avec l'énergie christique? L'énergie dont nous parle notre déesse. À ton avis? Oui, je crois que oui, mais je crois que tu devrais peut-être en donner une petite définition, parce que je pense que ceux qui vont voir la vidéo ne savent pas tous ce qu'est l'énergie christique. Oui, en fait, peut-être tu devrais préciser. Oui, en fait, là, je suis un peu étonné parce que ça n'a pratiquement rien à voir. Ce qu'on appelle l'énergie christique, la loi du fonctionnement de l'énergie. Le fonctionnement de l'énergie, du point de vue universel, le point de vue subtil, ça n'a strictement rien à voir avec nos énergies à nous. Oui, justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que comme ça n'a rien à voir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront perdus. C'est très important parce que c'est fou, hein, mais l'univers fonctionne principalement à cause de ce type d'énergie subtile. Mais elle fonctionne aussi avec les énergies physiques que nous connaissons. On sait que, écoute, les lois de l'univers, les lois qui régissent le mouvement des planètes, sont régies par des énergies physiques, qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à quantifier. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on arrive à envoyer des satellites dans l'espace. Hein? On arrive à envoyer des satellites dans l'espace. Si on parvient à faire ça, c'est parce qu'on connaît très bien les lois qui régissent le mouvement des planètes et des satellites. Mais notre problème, il est là. Voilà. Est-ce qu'on peut quantifier cette énergie christique? Ben, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux venir. Alors, l'énergie christique, franchement, l'énergie, c'est autre chose. L'énergie universelle, c'est quelque chose qui est très subtil. Et je vais te dire quelque chose, Giovanni. Moi, franchement, il y a encore un an, je ne connaissais absolument rien, mais vraiment rien de cette énergie-là. Et c'est Yasmin Mamad qui m'a à peu près montré qu'est-ce que ça pouvait être. J'ignorais complètement l'existence de ce type d'énergie-là. Mais très peu de gens la connaissent, l'existence. Bien sûr. Et c'est pour ça, nous sommes des ignorants par rapport à ce type d'énergie. Et l'univers est malheureusement gouverné par ce type d'énergie-là. En fait, ce type d'énergie-là, c'est une espèce de loi de correspondance. La loi de correspondance dont on parle, elle est motivée par une énergie. C'est cette énergie-là. Eh oui. C'est celle-là qui est christique. Ah bien oui, en quelque sorte. En fait, si tu veux, c'est une conséquence. À mon avis, la loi de correspondance est une conséquence de cette énergie-là. On parle... En fait, cette énergie-là veut que l'univers va prendre la forme de ton regard. Hein? En gros, c'est ça. Cette énergie-là va faire que, effectivement, mais il y a quand même néanmoins de petites corrélations avec les énergies humaines, physiques, puisque cette énergie-là, elle est universelle, mais aussi, elle se conserve, elle ne se perd pas. Mais elle va beaucoup plus loin parce que cette énergie-là n'est pas figée dans le temps ni dans l'espace. Alors que c'est le cas des énergies humaines qui sont figées dans le temps et dans l'espace. Je prends un exemple très simple. Lorsque tu prends une photo, par exemple, tu as immortalisé la photo. La photo, tu l'as figée dans le temps et dans l'espace. Dans la matière, c'est ce qu'on explique. Mais dans l'univers, c'est autre chose. La matière n'a jamais été figée. Et malheureusement, les hommes font la différence entre l'image de la photo et la photo elle-même. En fait, autrement dire, l'image de la réalité. La photo, c'est quoi? C'est une image de la réalité, c'est pas la réalité. Mais le problème, c'est que les hommes font cette séparation-là entre l'image de la réalité, qui est la photo, et la réalité elle-même. Parce que la réalité était figée à un instant T. Mais seulement, ce que les hommes ne savent pas, et ce que D.S. Namak nous apprend, c'est que cette photo-là, effectivement, eh bien non, la photo va continuer à vibrer dans le temps et l'espace. Elle n'a jamais été vibrée. Donc, toutes les fois que vous exposez la photo, eh bien, l'énergie de la photo, eh bien, c'est clair, l'énergie de la photo, c'est clair, elle va être polarisable par quiconque la regardera. C'est ça, il faut comprendre. Oui, mais ça, très peu de gens le savent. Les scientifiques ne savent pas ça. Voilà, c'est ce que j'allais te dire.
au niveau scientifique, on n'a jamais parlé de ça. Exactement. Mais ou bien parce qu'il l'ignore, ou alors c'est que c'est tabou. Ben moi je n'étais pas au courant de tout ça, de toutes ces choses-là. Je n'étais pas au courant. Et je pense, très sincèrement, je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup de Rainbow, d'enfants solaires, de ceux qui écoutent les enseignements de Desnamat ne connaissent pas très bien le fonctionnement de ces énergies-là. Ils sont loin de le maîtriser. Et je pense que, Desnamat nous apprendrait beaucoup de choses, à en parler, à en faire une conférence là-dessus, à nous expliquer qu'est-ce que ça peut être dans une vidéoconférence à laquelle j'aimerais bien participer. Je pense que toi aussi. Bien sûr. Parce que c'est quand même un mystère. C'est Bien vraiment sûr. un grand mystère. Un mystère qui gouverne nos vies. Et c'est une énergie qui fonctionne sous la loi du mental. Parce que l'univers est d'essence mentale. Tu le sais, ça. Tu vois? Oui, oui. L'univers n'est pas d'essence physique, il est d'essence mentale. L'univers est mental. Oui. C'est la primauté, la loi d'équilibrium. Oui. D'ailleurs, bon, pour une fois, ils ont dit quelque chose de vrai. Hein. Tu as été de la même école que moi, donc je peux le dire ou pas? Oui. Ok, d'accord. Oui. Donc tu sais très bien de quoi je parle. Oui. Donc tu as fait partie de la même obédience que Oui. moi. Oui. Donc on sait très bien que la première chose qui est dit, c'est que l'univers est mental. Donc c'est pas les lois physiques qui vont gouverner l'univers, mais ce sont des lois subtiles, des lois énergétiques. Mais ça encore, la science ne nous l'apprend pas. Non. Et donc, vu qu'on n'a pas connaissance de ces lois-là, on se met à faire des erreurs. Et il y a une poignée d'individus, d'êtres humains qui connaissent ces lois-là. Oui. Ils sont une poignée. Et ceux qui maîtrisent l'énergie maîtrisent le monde. Ils ont un pouvoir sur le monde. Bien sûr. Il suffit de connaître les lois qui régissent l'énergie du monde. Et voilà, pour être quelqu'un de grand, quelqu'un de très avancé et quelqu'un de pouvoir. Les hommes de pouvoir de ce monde connaissent le fonctionnement de l'énergie. Bien sûr. Ouais. Donc c'est là à laquelle je voulais en venir. Et ça me paraît très important, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ça, plutôt que la nature du temps, qui est aussi intéressant, et que Desnamat aussi donne une explication qui va chambouler plus d'un, à mon avis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, tu fais bien. Donc j'ai bien compris que tu as donné la différence entre l'énergie de la matrice Oui. et l'énergie christique. Absolument, oui. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Mhm. Est-ce que tu fais une corrélation alors, entre l'énergie matricielle et l'énergie christique? Ben, en fait, là, j'ai déjà répondu. Hein. Oui, mais... J'ai déjà répondu. L'énergie matricielle, oui, mais là, c'est une vulgaire déformation. C'est une vulgaire déformation de l'énergie christique. c'est ça que je voulais t'entendre dire. Ah ben oui, pour moi, je la vois comme ça. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est pour ça que j'ai insisté. Et j'irai même plus loin. Pour moi, c'est une illusion, l'énergie matricielle. Mais elle fonctionne redoutablement bien. C'est elle qui gouverne nos vies. C'est elle qui gouverne nos technologies. On a besoin d'elle pour avancer. Eh oui, c'est ça qui fait fonctionner la marche du monde matériel, cette énergie-là. Puisqu'on sait qu'elle se conserve, on connaît ses lois, on la maîtrise. Et ben oui. D'ailleurs, tiens, dans un film, plutôt chez les ufologues, l'énergie, c'est le paramètre number one qui détermine le niveau de civilisation d'une planète. Nous, on se bat quoi, pour le pétrole, pour les ressources. Hein, on se bat, les êtres humains se battent pour les énergies fossiles. Hein, d'accord, en ce moment, oui, le pétrole, etc. Le nucléaire, etc. Donc, c'est pas très valorisant de se battre pour les énergies fossiles. Hein. C'est déjà pas très écolo. Déjà, on va dire ça, hein, c'est la mode, hein, ce n'est plus... D'accord. Donc, bon, en fait, je voulais dire que les énergies, si tu veux, l'énergie, si tu veux, c'est... Les ufologues ont réussi à établir que ça constituait, si tu veux, la base, en fait, une base qui va déterminer le niveau d'avancement technologique d'une société. Parce qu'on peut supposer qu'il y a des exoplanètes, des exocivilisations, des civilisations qui se trouvent à l'extérieur du système solaire, très avancées, utilisent des technologies de leur étoile. Ils vont tirer l'énergie de leur étoile. Et il y en a d'autres plus avancés qui vont tirer l'énergie de leur galaxie. D'autres plus évolués qui vont utiliser l'énergie de leur univers, carrément. D'accord? Nous, on est loin de là. Nous, on arrive à peine, on n'arrive même pas à tirer l'énergie de notre soleil à nous. Donc, oui, mais... Oui, c'est vrai, mais j'ai des gens... Si, il y a les panneaux solaires qui commencent
Non, 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 parlais pas de ça. Tu parles de l'énergie christique? Non, 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 je parlais de l'énergie du cœur des étoiles. Oui, jusque-là. Mais oui, ça je l'avais bien compris. Mais ce que je veux te dire, c'est que malgré tout, on commence à y arriver, puisqu'on parle d'énergie libre maintenant. Oui, ça c'est autre chose. Non, mais c'est le début, je pense. Oui. Parce que nous sommes des... Comparé à ces civilisations-là, nous sommes... C'est même pas l'homme de Cro-Magnon. Hein. En tout cas, pour revenir à ce que tu as dit, tout ce qui est panneau voltaïque, ou tout ce qui est... comment ça s'appelle les trucs qui tournent là? Les éoliennes. Les éoliennes, oui. C'est pas, si tu veux, ce sont des énergies appelées alternatives. Alternatives, mais leur rendement ne vaut absolument rien. C'est la vérité. Le rendement ne vaut absolument rien par rapport à l'énergie nucléaire. Ben, c'est du 18%. Là, je dis en gros mots, mais bon. C'est du 18%, je pense. Voilà. Parce que, écoute-moi bien, l'énergie de la fusion d'un seul atome d'hydrogène, hein, eh bien, sache que cette énergie-là pourrait être utilisée par une grande ville comme Paris, ou New York, pendant plusieurs années. Ah, c'est plusieurs années. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc, on pourrait fournir de l'électricité à une ville comme Paris pendant plusieurs années. Oui, juste avec un seul gramme d'hydrogène. Un seul gramme d'hydrogène. Avec un seul gramme d'hydrogène, pendant plusieurs centaines d'années. D'accord. Donc le rendement n'est pas... Il n'y a pas photo. Donc alors, je vais m'arrêter là. Donc le but de cette conférence-là, de ma capsule, c'était de parler de la différence entre l'énergie christique, que moi j'ai du mal à maîtriser, toi aussi, beaucoup de Rainbow ont du mal à maîtriser, je ne sais pas. Et donc j'aimerais effectivement avoir plus de connaissances pour ne pas être ignorant et pour pouvoir être armé dans le cas échéant, parce que l'ignorance n'est pas autorisée. Je suis d'accord. L'ignorance n'est pas autorisée, l'ignorance c'est une faute. Et l'univers ne connaît pas l'ignorance. Et comme tu as dit si bien, même ici en Belgique, quelle est la première loi de la Constitution? Je t'écoute. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Si les humains se sont permis de dire une telle chose, en plus des élites, des gouvernants, ils savent de quoi ils parlent. Voilà, donc effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. Et l'ignorance, ça mène à la perte de soi, à la perte de l'âme. D'ailleurs, elle est punissable par la loi. On peut avoir des amendes parce qu'on ne connaît pas bien le code de la route, parce qu'on connaît... Et on vous avez beau dire et je ne savais pas. Voilà, donc d'où l'importance cruciale de connaître le fonctionnement de l'énergie. Bien, merci Jérémy. Effectivement, nous allons arrêter là et suite au prochain feuilleton. Hein. Ça va? Salut, bye bye.